Henri, un très, très, très grand merci pour nous rejoindre dans ce 15e épisode dans la tête d'un pro en Silicon Valley. Newfound, vous êtes présent en France historiquement et aux États-Unis maintenant depuis plus de 5 ans. Et ce serait vraiment très, très intéressant de voir deux choses. La première, c'est évidemment Newfound États-Unis, c'est qui, c'est quoi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des différences de culture quand tu investis dans une boîte américaine, quand tu investis dans une boîte franco-américaine, quand tu investis dans une boîte essentiellement française? Alors moi, je suis aux US depuis 10 ans. Avant ça, j'ai fait un petit peu de banque d'investissement et de corporate finance sur Paris. Je suis venu ici pour terminer mes études à Stanford avec l'idée au départ de je vais apprendre l'anglais, peut-être un peu le surf, et puis au bout de 2 ans, je vais revenir dans le centre du monde qu'est Paris. Et puis, je me suis pris une belle claque en fait en découvrant un univers entrepreneurial. Tu vois, Bush disait qu'entrepreneur n'était pas un mot français. Je ne sais pas s'il avait raison à l'époque, mais je me suis pris vraiment au jeu. Quand j'étais en France, en fait, j'avais monté une boîte de mode et je me rappelle m'être plaint auprès de mes petits camarades à Stanford. C'est quand même compliqué de vendre en ligne. On n'a pas de il y a de moins en moins d'acheteurs pour vendre en boutique. Sur Internet, je ne vais pas créer mon site parce qu'on n'est pas assez connu. Et puis, ils ont dû en avoir un petit peu marre de m'écouter. À un moment, ils m'ont dit, tu sais, tu es à Stanford, c'est la Silicon Valley, on a l'impression qu'il y a un problème, que tu connais bien ce problème-là. Et c'est le réseau. Et on a créé en 2010 Modewalk, qui était une marketplace mode. On a levé un tour de seed en 2011. On n'avait pas lu Lean Startup à l'époque. Donc, en gros, on s'est dit, allez, on sait exactement ce qu'il faut faire. On va monter le produit et puis les gens viendront. On a monté le produit et puis les gens ne venaient pas. Fast forward, on va dire 3 pivots et semi-coma. On en fait un 4e qui se passe plutôt bien. Et là, on commence à avoir un vrai optique. On lève une série A en 2013. On se fait racheter en 2014 par un groupe qui s'appelle Moda Operandi, qui est basé à New York. Et je passe à peu près 1 an à faire une espèce de rest and vest. Et je reviens dans une organisation qui s'appelle StartX, qui est un accélérateur pour les entrepreneurs qui sont affiliés à Stanford, qu'on avait créé en fait quand on était étudiant. Et c'est là où déjà, je me régale. Je passe mes journées à aider les entrepreneurs à trouver le product market fit, à lever des fonds, à passer d'une idée à l'autre. Donc, pour tous ceux qui ont Lady Di comme moi, c'était un moment génial. Mais l'idée que j'avais de remonter une boîte, finalement, au bout de 18 mois, il n'y a toujours pas de projet qui me tient éveillé la nuit. Et des âmes bien intentionnées me disent peut-être parce que tu n'as plus l'estomac pour remonter une startup. Ils avaient clairement raison. Je me suis dit que j'étais peut-être plus adapté à continuer à aider les entrepreneurs à trouver un petit peu ce product market fit. Donc, c'est à la fois utiliser le financement qui est disponible, mais tester plein d'hypothèses différentes avant de trouver l'hypergrowth. Et c'est à ce moment-là en fait, où j'ai regardé du côté venture. Pour moi, les VC, c'était l'ennemi. J'étais du côté des founders, justement à les aider à négocier avec les VC. Donc, toutes les horror stories, je les connaissais un petit peu. Et il y en avait un avec qui j'avais plutôt un bon fit, c'était François Véron, qui était un des rares investisseurs européens à venir dans la Bay Area et le seul, surtout, à y revenir. C'est-à-dire que je l'ai rencontré via StartX. François vient se présenter et il dit voilà, je suis là tous les 3 mois pour faire des investissements avec Michel Meyer qui était venture partner. Puis 3 mois après, il me rappelle, il est à nouveau là, il est peut-être sérieux. On a commencé un petit peu à plus se parler, à un petit peu échanger sur la philosophie du venture et comment ça pouvait être utile aux entrepreneurs versus être juste une espèce de caisse de financement. Et j'ai rejoint Newfound en avril 2017 pour m'occuper des US. Newfound, fonds numéro 3 maintenant. On a 250 millions sous management. Là, le fonds Newfound 2 duquel on investit fait 150 millions. En France, on va être l'équivalent américain de la série A. Même si toute proportion gardée, une série A française, c'est plutôt une série seed ici. Et aux US, on a alloué 30 millions
et on intervient sur tous les différents niveaux de seed, en fait, du pre-seed, c'est-à-dire j'ai une bonne idée et 2-3 personnes qui veulent y participer, mais on n'a pas encore de produit, à seed equity, où là c'est plutôt des tours de 3 et 4. Notre chèque moyen est de 500 000, mais en gros, entre un chèque de 200 000 à 1 million, on fait un peu tout le gambit. Et on investit, on a la chance d'avoir des LP en fait, qui sont à 100% privés, ce qui est assez rare pour un fonds européen, sans considération de pays, de langue, voire même d'industrie d'ailleurs. Donc mon rôle, c'est de faire des poubelles des Sequoia et des Axel qui trouvent qu'une boîte est encore trop jeune pour eux, trouver un truc après avoir passer 30, 45 minutes, alors qu'eux vont passer 5 minutes dessus, qu'ils n'ont peut-être pas vu, investir dedans, et puis ensuite le leur repasser en série. Alors, c'est parfait comme transition. Tu évoques le deal flow. Ça ressemble à quoi ta journée? Comment tu construis ton deal flow? Beaucoup de Zoom meetings. C'était vrai avant Covid, ça l'est encore plus vrai maintenant. Au début, mon deal flow, c'était le premier, on va dire, le réseau immédiat. Donc, c'était StartX, Stanford, des entrepreneurs que je connaissais, tu vois, avec qui on s'entendait bien, qui potentiellement, on a pris des cours ensemble, on s'est rencontrés à quelques moments. C'était aussi les angel investments que j'avais fait. Et avec ça, on a commencé à faire quelques investissements, à avoir des références. D'autres investisseurs en fait qui sont venus derrière commencer à nous envoyer des dossiers pour des co-investissements. Des fonds qui sont en série A ont commencé à nous envoyer des dossiers pour des investissements qui étaient trop tôt pour eux. Charge à nous si on le faisait ensuite de leur repasser la balle. On regarde également les accélérateurs, mais finalement c'est de moins en moins notre source de deal flow. À partir du moment où c'est dans un accélérateur, tout le monde regarde et j'ai envie de dire le pricing ou la course est déjà faite. À quoi ça ressemble une journée d'Henri en Silicon Valley? Ce qui est génial, c'est que c'est jamais prévisible. C'est-à-dire que tu as une espèce d'agenda qui a été calé la semaine d'avant où tu vas rencontrer en moyenne peut-être 4 founders tu vois, qui sont en train de chercher à lever des fonds. Tu vas parler avec 2-3 founders pour faire un check-in ou hebdomadaire ou mensuel chez qui tu as déjà investi. Et puis, tu as l'espèce d'élément inconnu où il y en a un qui va peut-être avoir une term sheet, où il y a 2 co-founders qui ne s'entendent pas, qui fait que finalement, tout ce que tu avais prévu, voire minuté, parce que pour faire rentrer tout ça, tu regardes un petit peu ton calendrier toutes les 15 minutes, ça part en sucette. Ou d'ailleurs, une boîte super intéressante, et tu sais que si tu ne décides pas en 48 heures, le deal va te passer sous le nez. Et donc, il faut annuler tous les rendez-vous, en tout cas les reporter pour passer et se concentrer là-dessus. Donc, une journée, c'est toujours intense, mais un jour n'est jamais identique à l'autre. Alors, si on prend chaque étape que tu viens de décrire, la première, je suis entrepreneur, j'ai un Zoom avec toi pour te pitcher. Au bout de combien de temps tu te fais un avis? Et quels sont les signaux qui sont positifs et quels sont les signaux qui ne sont pas si positifs? J'ai un avis au bout de 5 minutes, mais je sais que cet avis-là, ce n'est pas forcément le bon. Et donc, par rapport en fait, à ce premier avis, je vais changer le type de questions que je vais poser. On intervient, si tu veux, vraiment en amont en fait, de toute la chaîne venture, à un moment où il n'y a pas de métriques. Ou s'il y en a, c'est vraiment des signaux faibles. Donc, toute notre thèse d'investissement va être sur l'équipe fondatrice. Mon MBA qui a été peut-être le plus utile, il ne faudra pas le dire à Stanford, mais c'était peut-être le MBA, si tu veux, venture que j'ai eu à StartX, en voyant passer des centaines et des centaines de boîtes en interview et ensuite en travaillant avec eux pendant 3 mois de façon intense, pour justement reconnaître un petit peu quelles sont les caractéristiques des entrepreneurs qui font que la probabilité de succès est plus importante. Donc, moi, le premier truc qui m'intéresse, en fait, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'ils font ça. Et presque la première question, c'est est-ce qu'ils ont conscience que, en moyenne, c'est-à-dire si on lance les dés 100 fois de l'entrepreneuriat, ils vont finir plus pauvres qu'ils ont commencé.
s'ils ont conscience de ça, mais malgré cet avenir peu joyeux, ils sont passionnés pour solutionner le problème, ils ont une espèce de vision unique sur le marché, là, il y a quelque chose. Et c'est là où on va creuser sur, OK, il semblerait qu'il y ait une bonne idée, ou en tout cas un problème important à résoudre. Quelle est la taille de ce problème-là s'il est résolu? Quelle est l'intensité du problème? Est-ce que l'équipe a la capacité à itérer, à le résoudre, à aller de 0 à 1? Et une fois que ça, on va dire, c'est checkmark, est-ce qu'ils ont et c'est là où on est vraiment du subjectif, est-ce qu'on pense qu'ils ont la capacité, s'ils vont à 1, de passer de 1 à 10? Est-ce qu'ils sont mentorables? Est-ce qu'ils arrivent à faire beaucoup avec très peu? Tout ce qui va être grit et autres. Et donc, on va essayer en fait de se rapprocher sur leur expérience passée, des exemples de choses qu'ils ont faites ou de réactions. On va presque les mettre en situation. Donc voilà, souvent, quand on passe par exemple sur le go-to-market, ils vont te dire, alors, on va passer de 0 à 10 millions, ensuite, en vendant en direct, ensuite, on va devenir les rois du monde, on va faire une plateforme et ça va devenir le prochain Facebook. Et ce qu'il faut presque, en fait, c'est les ramener à aujourd'hui en disant, ouais, là, maintenant, tu n'as rien. Si tu peux choisir un marché, un segment, un type de use case, c'est quoi? Et donc, c'est presque, on enlève des options pour plus, en fait, comprendre la façon dont ils réfléchissent à la problématique et dont ils se projettent, plutôt que ils étaient VP chez General Electric ou autre, ce qui d'ailleurs souvent peut être un mauvais signe parce qu'ils ont eu l'habitude de faire beaucoup, mais avec beaucoup. Et ce qui est l'antithèse de la start. Est-ce qu'il y a des choses qui sont des signaux forts négatifs, des comportements dans cette conversation qui sont pour toi des no-go? Le fait de rentrer dans un pitch tout de suite et que ce ne soit pas une conversation. Mais c'est peut-être personnel parce que finalement, je décroche assez vite. Et il y en a beaucoup qui continuent à faire ça, en fait, une approche finalement assez scolaire. C'est je vais lui pitcher mon truc et puis ensuite, je vais attendre une réponse. Mais c'est aussi une réflexion de ce qu'ils vont faire avec des clients. Et quand tu vends un produit, c'est une conversation beaucoup plus qu'une démonstration. Donc ça, je pense que c'est la première où souvent, au bout de 5-10 minutes, tu te rends compte que s'ils sont partis sur finalement juste délivrer le truc, c'est pas un bon signe. Sur la genèse de la boîte également, quand ce sont plus, on va dire, une opportunité business presque à court terme, et quand c'est un solo founder, en fait, on est dans une période où tout le monde est entrepreneur. En tout cas, tout le monde a envie de l'être. C'est glorifié de manière importante. On se rappelle des superbes histoires et unicornes, mais on oublie que 90% des autres se sont plantés. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'es pas chômeur, tu es entrepreneur, tu n'es pas étudiant, tu es entrepreneur. Et donc, il faut, en fait, très rapidement, lorsque la motivation n'est pas de solutionner un problème, et c'est juste d'être, on va dire, entrepreneur pour the sake of it, pour moi, c'est le plus gros red flag. Parce que ça veut dire que lorsque ça va être compliqué, et c'est pas si ça va être compliqué, c'est quand, ils vont pas avoir cette énergie qui est un petit peu rationnelle en fait, parce que tu prends des portes, tu tapes la tête contre les murs. Il faut avoir un niveau de conviction ou un niveau de déraison assez important pour à ce moment-là continuer à s'accrocher. Et c'est le plus important. À Startix, le principe que l'on avait, c'est quand une boîte se plante, en early stage, on va dire pré-série B, c'est pas parce qu'il n'y avait pas de marché, ils peuvent toujours pivoter. C'est pas parce qu'il n'y avait pas de pognon ou d'investissement, ils peuvent toujours continuer, tu vas faire du consulting à côté pour continuer ça. C'est parce qu'on s'était trompé sur les fondeurs. Et ce qu'on faisait, c'est que littéralement, on se repassait le film, on enregistrait les interviews pour essayer de voir qu'est-ce qu'on avait raté, en fait, quel était le signal faible qu'on aurait pu identifier et qui nous aurait finalement qui nous aurait montré qu'on allait se planter en les sélectionnant. Et ce signal faible, c'était donc ne pas résoudre un problème. C'est ça ou il y en avait plusieurs? T'en as plein. Tu as effectivement la raison pour laquelle ils font ça.
dans les obvious, la raison pour laquelle ils font ça, tu as la capacité d'exécuter. Donc, par exemple, quelqu'un qui veut faire un software relativement compliqué, on va dire, et qui dit d'abord, il faut que je l'aide et ensuite, j'arriverai à embaucher la personne qui est capable de le développer. Pour nous, c'était un no-go immédiat. Il fallait que l'équipe ait la capacité d'exécution. Tu avais la dynamique également, donc comprendre en fait la dynamique au sein de l'équipe. Est-ce que ils sont à pari passu en termes d'equity, qui est le CEO, est-ce qu'il y a des overlaps? Et il y avait pas mal, donc nous co-CEO, sauf à ce qui est vraiment une très très bonne raison, c'était un signe très négatif. Solo founder, c'était également beaucoup plus compliqué parce que c'est-à-dire que tu es tout seul à te prendre les tambours de merde au quotidien. Donc, il faut qu'ils aient déjà démontré qu'ils arrivent à recevoir et à élaguer. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ma question favorite, quand on avait 2 PhD, c'était de leur demander qui était le plus intelligent. On a eu des réponses surprenantes. Mais c'était vraiment concentré sur l'équipe. Alors, Startix, c'était différent parce que c'est une non-profit et donc, on était vraiment sur l'aide aux entrepreneurs. Tout ça reste valide pour New Fund, mais avec un domaine supérieur, c'est que nous, on n'est pas non-profit. Il faut qu'on rende plus que ce que nos LP nous ont prêté ou ont investi. Et donc, il y a après cette partie supplémentaire où il y a des fondeurs que je trouve géniaux, mais chez qui on ne va pas forcément investir parce que si ça marche, ça peut effectivement créer une très belle boîte, mais ça ne va pas être, si tu veux, une boîte à 500, 1 milliard de dot-com potentiel. Et là, le venture n'est juste pas adéquat en termes de financement. Très clair. On a parlé du premier call. Quelle est la différence entre un premier call avec toi et un deuxième call? Le premier call, il est pas du tout scripté de mon côté. J'essaie en fait très rapidement de valider ou d'invalider des hypothèses. Et selon ce que je vais, selon les réponses qu'ils vont me donner, si par exemple je vois que on a un PhD en philosophie computer science qui a bossé à SRI ou à Google pendant 4 ans, je ne vais pas lui poser des questions de technologie parce que dans le meilleur des cas, je vais lui montrer que je suis un abruti, que j'en sais moins que lui. Par contre, je vais aller beaucoup plus dans la motivation pour faire ça. Est-ce que c'est juste une passion résoudre un problème technique ou un business? Mais ça va changer à chaque fois en fait, selon le profil de l'équipe, du projet, etc. Le deuxième call, ça veut dire qu'on est déjà à un moment où je sens qu'il y a quelque chose et donc je veux creuser plus profondément dans certaines directions. À la fois sur l'équipe, mais aussi sur le business. Et la meilleure question, finalement, c'est presque une question qui englobe les deux. Tu vois, quand on leur pose des questions sur leur marché, on est presque plus intéressé à voir comment est-ce qu'ils voient les autres boîtes et comment ils se positionnent par rapport à ça, ou se positionnent pas. D'ailleurs, il y a des fois une très bonne réponse en disant on fait quelque chose de tellement différent que ces concurrents-là, de toute façon, si tout va bien, ils seront concurrents dans 5 ans, mais ils ne sont pas aujourd'hui. Donc, ce que je fais souvent avant un deuxième call, en fait, c'est que j'envoie la liste de questions que j'ai, ou en tout cas les questions que je me pose. J'essaie de faire ça de manière la plus transparente possible, parce que l'idée, ce n'est pas du tout de piéger les founders. C'est voilà les sujets que j'ai. Si tu veux répondre à 2-3 trucs par mail pour qu'on élague, super, comme ça, on ne perd pas de temps. Et puis, d'autres trucs qui demandent une conversation, on peut se concentrer là-dessus. Le premier call, c'est 30 minutes. Le deuxième, c'est calé pour 1 heure, mais ça m'est arrivé au bout de 3 heures d'être encore avec l'entrepreneur et à réfléchir même à la note d'investissement que je suis en train d'écrire pour les baquets. Qu'au bout du deuxième call, tu as une idée forte, sur oui ou non. Ouais, je suis à 90% de conviction. Généralement, après le deuxième call, c'est le moment où je commence la note. Et c'est le moment où je vais regarder les choses que j'appréhende, que je peux plus difficilement appréhender en fait dans une conversation avec le founder. Et c'est souvent en fait le marché, le positionnement du produit, les retours clients. Au début, en fait, tu cherches une raison pour dire non. C'est un peu la même chose que j'allais dire. Après le deuxième call, je vais le dire différemment. Tu cherches une raison pour pas dire oui en fait.
Je suis déjà accroché, j'ai déjà validé que c'est une équipe avec qui j'ai envie de bosser, auquel je crois. Et il faut juste derrière passer au-delà en se disant, voilà, est-ce que maintenant, il y a cette espèce d'opportunité venture importante. Fast forward, c'est oui. Euh, dans une émission précédente, Pascal nous avait fait part de la difficulté de mener des conversations difficiles avec les entrepreneurs en cette période de Covid-19. D'un côté, il y a un éternel optimisme qui est le DNA de l'entrepreneur, et puis de l'autre côté, il faut bien montrer les nuages. Pareil, au moment où tu vas signer la term sheet, les intérêts divergent. Alors, les intérêts divergent pas tant que ça par rapport, on va dire, à d'autres stades d'investissement. Parce qu'on est en seed. Le seed est beaucoup plus collaboratif que ne l'est la série A. La série A, tu as un fonds qui arrive, qui donne une term sheet et qui dit « je veux 20%. » Et généralement, il ne reste de place que pour quelques petits angels qui peuvent être value-add ou pour le prorata des investisseurs précédents. En seed, c'est plus essayer d'amener toutes les bonnes fées autour du berceau pour permettre au développement de la boîte. Avec finalement une valorisation qui est déjà à peu près connue, c'est-à-dire quand tu demandes à l'entrepreneur combien la boîte lève, il suffit presque de multiplier par entre 4 et 6 le montant qu'ils veulent lever pour avoir ta valo. Et souvent, d'ailleurs, cette valo-là, c'est une cap. Donc, de deux choses l'une, en fait. Où on est, entre guillemets, leur premier call, on arrive vraiment en amont de la levée de fonds. Et la discussion, c'est plus, voilà, moi, New Fund, on doit avoir au moins 5% d'ownership, idéalement un peu plus, plutôt 8 ou 9. En fairness, combien penses-tu qu'on devrait ça? C'est presque une conversation en fait. Combien penses-tu qu'on devrait caper, etc. Parce qu'il faut aussi intéresser les autres investisseurs. Les deals qui sont pricés de manière très importante, c'est pas pour nous. Enfin, les deals qui sont pricés très haut, parce qu'à l'inverse de beaucoup de fonds en fait qui font des petits tickets et des petits paris. Tu vois, je vais mettre 200 000 dans 15 boîtes de YC qui me semblent être les meilleures. Elles sont toutes capées à 15 millions et j'espère que dedans j'aurai un Airbnb. Nous, on ne peut pas faire ça parce que le fonds aujourd'hui reste un fonds européen avec des problématiques de taxes européennes, donc il faut qu'on ait au moins 5%. Et puis aussi parce qu'on n'a pas envie de faire ça, parce qu'on pense que notre value add, c'est pas forcément d'être à les démoder et puis de faire un ETF sur des startups, c'est de passer plus de temps avec les entrepreneurs et vraiment les aider à passer de ce 0 à 1. Donc, on va engager au-delà d'un chèque pas mal de ressources. Donc, où on se met d'accord sur une valo au départ, qu'on est les premiers, ou souvent, en fait, finalement, la valo est déjà là. Tu vois, ils souhaitent un cap à 6, 8 ou 10. Et moi, automatiquement, je dis bon, 6, 8 ou 10, imaginons que ce soit un poste. Ça veut dire que le chèque minimum que je dois faire, c'est 500 000, 800 000. Est-ce que je pense que par rapport à là où la boîte en est, c'est dans notre cible? Merci Henri. On a fait premier call, deuxième call, signature. Maintenant, parlons un petit peu du mariage. Comment est perçue ta valeur par les entrepreneurs aujourd'hui? Un investisseur va avoir plusieurs rôles. Le premier, c'est le passager sur le siège arrière qui a déjà vu le film une centaine de fois et qui va pouvoir dire au conducteur attention, là, ce que tu vois là-bas, ça ne ressemble pas, mais ça s'appelle un mur. Et essayer justement de prévenir et de se baser sur des expériences précédentes pour guider un petit peu la conduite, sachant qu'on n'aura jamais la main sur le volant et qu'on ne va surtout pas l'avoir. Donc ça, c'est plus, on va dire, une espèce d'effet miroir, en fait. La deuxième, quels sont les critères de succès? Et une fois qu'on s'est mis d'accord là-dessus, on repart en arrière, on se dit maintenant, comment est-ce qu'on y arrive? Et chaque petite étape est son propre milestone. Et nous, notre rôle après, c'est les aider à atteindre ces milestones-là. Ce qui est fascinant, c'est que ça change à chaque fois. Tu peux avoir un entrepreneur avec plein de médailles, qui a déjà fait 2 startups, qui ont eu beaucoup de succès. Mon rôle, c'est de pas être dans son chemin, de faire en sorte qu'elle ou lui ne perde pas de temps. Et donc, à ce moment-là, on est plus, si tu as besoin de nous, tu nous appelles. Et souvent, c'est une intro à des clients, des embauches, des choses comme ça.
À l'inverse, si on revient sur l'exemple des deux PhD, ça peut être des gens extrêmement intelligents et compétents, mais qui n'ont jamais travaillé pour une boîte, même dans leur expérience pro. Et là, on va être un peu plus hands-holding, justement, pour amener à chaque fois cette espèce de vision business. Très clair. Et c'est quand je parle du couteau suisse, c'est vraiment ça. Il y a des founders à qui je parle, tu vois, tous les 2 jours. Et c'est beaucoup plus presque personnel. C'est sur des problématiques de management et autres. Et t'en as d'autres à qui je vais parler. Il y a le moins fréquent, c'est tous les 2 mois. Et où c'est un catch-up. Et parfois, c'est bon, bah, tout va bien, super, ça dure pas longtemps. Ou cette même personne-là va m'appeler 3 fois dans la semaine parce qu'il y a des problèmes importants et c'est plus, je ne vais pas dire l'œil du con, mais c'est plus en fait, troubleshoot, tu vois, des problématiques pour qu'ils arrivent à la bonne décision eux-mêmes. Parfait. Alors là, on parle d'adaptabilité. C'est une transition idéale pour parler culture, puisque Newfound investit dans des boîtes franco-françaises, dans des boîtes franco-américaines avec des Français, des Américains, et puis 100% américaines. Ça serait très intéressant, Henri, d'avoir ton point de vue sur, même avant Newfound, avec Startex, est-ce qu'il y a des différences de culture qui se transmettent dans la façon d'opérer une startup, quand on est français, quand on est franco-américain et quand on est américain? Oui, beaucoup. Déjà, tu as une blague sur les decks. Quand un entrepreneur français essaie de lever aux États-Unis, il va te demander si tu veux voir le deck français ou le deck américain. Et la différence entre les deux, c'est que le deck français est réaliste et le deck américain est en hypergrowth. Et donc, il y a déjà cette première chose-là. Je pense qu'on est moins ambitieux. Et parfois, ça peut se ressentir dans la présentation. On planifie, et quand je dis on, j'ai mon passeport français. On planifie les choses beaucoup plus. On va intellectualiser beaucoup plus les choses. Et je pense qu'également, on est peut-être plus attentiste ou on attend plus des autres qu'il ne serait nécessaire. C'est-à-dire qu'on a peut-être moins envie d'apprendre à pêcher que ne l'ont les entrepreneurs américains. Et ce qui fait que ce mélange, on va dire, d'attentisme, en tout cas d'attente d'aide et d'ambition, fait que le clash des cultures peut être assez important. La meilleure chose, moi, qui me soit arrivée, quand je suis arrivé à Stanford, j'étais le seul Français sur 360 étudiants. Ils m'appelaient l'espèce protégée. Et donc, ça m'a forcé à aller tout de suite dans le bain. Je n'ai pas eu ni l'opportunité, j'ai pas eu la possibilité de recréer mon petit village. Tu vois, mon petit village français avec les bonnes adresses de bouffe et autres. Et je pense que c'est une erreur que font beaucoup de Français qui viennent ici, en tout cas au début. C'est que la première réaction, qui est normale humainement, mais qui est emmerdante d'un point de vue business, c'est de se recréer en fait un environnement qu'on connaît avec d'autres Français. Et si tu fais un accélérateur qui est géré par des Français et que tous tes mentors sont français, etc., finalement, tu ne vas pas t'acculturer, tu ne vas pas apprendre ce qui fait la spécificité de cette culture entrepreneuriale américaine et encore plus dans la Bay Area. À Startix, on a eu pas mal d'entrepreneurs français. À un moment, on a ouvert en fait à des startups françaises et qui d'ailleurs se sont super bien débrouillés. BioSerenity, Cardiologues, Plume. Et donc, et c'était presque finalement le filtre qui permettait de démontrer leur possibilité de développement parce que ils ont lâché femmes et enfants et mari pour venir pendant 3 mois à Startix sans savoir vraiment ce qui allait leur arriver, sauf que c'était dans la Silicon Valley et on allait les aider. Et cette volonté de prise de risque est capitale, surtout pour une startup. Quelles sont les forces des entrepreneurs français? Déjà, une force que l'on a, elle est technologique.
Donc là, c'est plutôt sur les startups françaises. Les ingénieurs français n'ont absolument rien à envier aux ingénieurs américains. Le bémol que je donnerais, c'est qu'en France encore, on va chercher la perfection plutôt que l'efficience. L'idée, c'est que ça marche, surtout en early stage, à partir du moment où ça ne pète pas, c'est plus que suffisant. Donc ça, c'est la première chose. On a également, je pense, une envie de plus en plus d'ouvrir les écoutilles par rapport au microcosme que pouvait être Paris. Il y a encore quelques années, on réussissait en France, on réussissait. Je pense que maintenant, il y a une nouvelle génération qui a des ambitions plus importantes que ça. Il y a plus de choses à désapprendre qu'à apprendre quand même, quand tu viens de France pour venir travailler aux États-Unis. Et même sur l'ambition, tu vois, je vais me contredire. Nous, un des critères que l'on a à Newfund, France, dans les investissements que l'on va faire, c'est justement sur cette ambition internationale. Est-ce qu'ils ont vraiment envie de se développer au-delà ou finalement d'être un peu le patron dans leur baronnie, mais on reste sur une petite région. Donc, je crois que je viens de broder pendant 3 minutes pour te dire que les avantages des entrepreneurs français sur les Américains, ou en tout cas sur ceux qui sont aux US, à part avoir de meilleurs ingénieurs, voilà. Regarde, on penserait que Newfund aux US, on investit dans beaucoup d'entrepreneurs français. Sur les 15 investissements que j'ai faits, tu as un entrepreneur français. Le reste, ils viennent d'absolument partout. Inde, Israël, Chine. Mais je dis pas que les entrepreneurs français vont être moins bons que les Américains, mais je pense que la prise de risque va faire qu'on en voit peut-être moins ici. Un grand, grand, grand merci pour cette conversation passionnante, avec beaucoup, beaucoup de key takeaways. Vraiment merci. C'était un grand plaisir.